L'Ukraine a absorbé plus d'attention et de ressources financières mondiales que ce que nous pouvons accepter, alors même que le monde devrait appliquer ses ressources et ses efforts pour lutter contre les plus grandes crises connues de l'humanité. Nous sommes désormais, hélas, confrontés à de multiples théâtres de guerre et aux scènes d'horreur et de famine qui en découlent. Les conflits armés ont remplacé le développement que nous devrions poursuivre. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, nous avons besoin d'une remise à zéro et nous devons agir en ce sens. Ceux d'entre nous ici présents, représentant nos frères et sœurs à travers le monde, ont enduré 4 années de crises multiples. En tant qu'enfants de la Terre-Mère, nous continuons à lutter contre la crise climatique. En tant que famille humaine, nous faisons face à l'héritage de la pandémie. En tant que peuple connecté numériquement, nous sommes désormais, hélas, confrontés à de multiples théâtres de guerre et aux scènes d'horreur et de famine qui en découlent. Les conflits armés ont remplacé le développement que nous devrions poursuivre. Dans chaque pays, les citoyens luttent aussi pour maîtriser le coût de la vie croissant et pour faire face aux répercussions sur leur quotidien et sur leur famille. Et, Monsieur le Président, nous sommes tous désormais menacés par une deuxième pandémie silencieuse, la résistance aux antimicrobiens, qui s'accompagne d'une incidence croissante de décès et de handicaps dus aux maladies non transmissibles chroniques. Nous ne pouvons nous permettre d'être distraits par la guerre. Si jamais il y a eu un moment pour faire une pause et réinitialiser nos priorités, c'est maintenant. Collectivement, en tant que communauté internationale et individuellement, en tant que dirigeants dans chacun de nos pays, nous devons désormais offrir de nouvelles opportunités et solutions à ces crises qui freinent la croissance économique, restreignent les ambitions de nos populations et émoussent notre perception de la beauté et de la bonté que le monde devrait offrir, car il a la capacité de le faire. Le « reset » que je réclame et que nos citoyens exigent doit permettre de mettre fin à toutes les formes de discrimination. Que les règles et les institutions qui existent aujourd'hui et qui créent des citoyens de première et de seconde classe, selon votre nation d'origine, soient abolies. Ces disparités sapent la confiance, la crédibilité et l'espoir, et engendrent une crise de confiance dans l'ordre international actuel, qui doit devenir inclusif et réactif pour tous. Plus qu'aucune autre plainte exprimée depuis cette tribune, c'est l'inégalité de traitement et l'incapacité d'offrir une équité et une transparence qui peuvent engendrer la confiance nécessaire pour résoudre les problèmes de notre époque, des problèmes qui dépassent souvent les causes purement humaines. Les structures néocolonialistes, qui perpétuent et reflètent un ancien ordre mondial caractérisé par le racisme, le classisme et la misogynie, tout en ignorant les aspirations légitimes de milliards de personnes, ne contribueront pas à nourrir l'espoir ou la confiance nécessaire pour faire face à ces polycrises. Nous devons nous assurer que les institutions mondiales permettent aux pays en développement, en particulier aux petits États vulnérables comme le mien, ou aux pays à revenus intermédiaires vulnérables, d'obtenir une place à la table des décisions, où nous pourrons être vus, entendus, devenir des agents actifs de nos propres causes et diriger nos propres paradigmes de développement. Mes amis, il nous est rappelé que 2024 est la dernière année de la décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Beaucoup a été accompli, mais la reconnaissance, la justice et le développement promis pour les personnes d'ascendance africaine ne sont pas, pour le moins, pleinement réalisés. C'est pour cette raison que la communauté caribéenne se joint au cœur grandissant, et mon propre pays en particulier, pour réclamer immédiatement la proclamation d'une deuxième décennie afin de terminer le travail inachevé et de traiter la question des réparations pour l'esclavage et le colonialisme. Je commence ici parce qu'il s'agit d'une conversation nécessaire mais complexe, et la communauté caribéenne est résolue à ce qu'elle ait lieu. Sa résolution, et je tiens à être très clair, repose sur une approche intergénérationnelle, tout comme les 20 millions de livres sterling de dettes contractées par le gouvernement britannique n'ont été remboursés qu'au XXIe siècle, presque 200 ans plus tard. Ainsi, l'argument de telle inabordabilité devient un non-sujet une fois que nous reconnaissons que la solution aux réparations doit être intergénérationnelle et axée sur le développement. Monsieur le Président, par nécessité, le « reset » doit également inclure une réforme institutionnelle, qui doit commencer au sein des conseils des Nations Unies. Ces conseils, tels qu'ils existent aujourd'hui, suggèrent que certains sont membres à part entière, tandis que d'autres ne sont que membres partiels, voire occasionnels. Tout cela n'a pas sa place au XXIe siècle, et la colère ainsi que la méfiance de nos citoyens envers les institutions, les dirigeants, le multilatéralisme et les processus qui excluent, tout en produisant beaucoup de discours mais peu d'actions concrètes, sont bien réels. Nul par la réforme, et par conséquent la confiance et l'espoir, n'est plus essentiel au bien-être de milliards de personnes aujourd'hui que dans le domaine de l'architecture financière mondiale. L'accès restreint au capital, son coût disproportionné qui nous empêche de faire ce qui est nécessaire, son insuffisance en termes d'échelle, ainsi que le fardeau écrasant de la dette souvent imposée par des circonstances échappant à notre contrôle, se combinent pour contraindre les gouvernements des pays les plus pauvres, et même de nombreux pays vulnérables à revenus intermédiaires, à consacrer plus de ressources au service de la dette qu'à la santé et à l'éducation, et dans certains cas, même aux infrastructures. Pour bien trop de membres de la famille humaine, le sol froid est leur lit et la pierre leur oreiller.
Trop vont se coucher le ventre vide, et beaucoup n'ont même pas de lit. Notre reset doit donc collectivement construire un programme commun qui reflète et renforce notre humanité partagée. C'est cette humanité partagée qui nous lie les uns aux autres. Monsieur le Président, vous savez mieux que quiconque que nos frères et sœurs africains ont compris cela grâce au principe d'Ubuntu et qui l'ont utilisé, lors de cette Assemblée générale, pour nous rappeler que sa simplicité est ce à quoi nous devons aspirer. Je suis parce que vous êtes. Je suis parce que nous sommes. Mon bien-être est lié au vôtre, et notre bien-être collectif est connecté à celui de la Terre-Mère. Cette approche exprime au mieux l'état d'esprit nécessaire pour donner vie au reset, qui est absolument indispensable. Et nous reconnaissons qu'il y a des lueurs d'espoir. Par exemple, lundi, nous avons convenu d'un pacte pour l'avenir, mais nous avons encore la guerre. Nous avons accepté un pacte numérique mondial, mais nous avons encore des pandémies qui sévissent, y compris la pandémie silencieuse et progressive. Tout cela repose, mes amis, sur l'agenda commun que le secrétaire général nous a présenté. Hier, nous avons adopté, lors d'une réunion de haut niveau, une déclaration politique sur la résistance aux antimicrobiens. Beaucoup de mots élégants, mais c'est ici que les choses deviennent concrètes, car nous savons tous dans cette salle que des personnes meurent à cause d'infections pour lesquelles les antibiotiques ne sont tout simplement plus efficaces. En 48 heures, la vie d'une personne peut être brutalement éteinte, presque comme si elle était en temps de guerre. Mes amis, à la suite de l'intervention de l'initiative de Bridgetown et du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, ainsi que des efforts de nombreux acteurs, nous reconnaissons qu'il existe un certain espoir, visible dans les débuts des réformes que nous observons, peu à peu, mais elles ont commencé. Ce sont des étapes importantes, mais nous ne pouvons pas perdre de vue l'objectif final. L'appel de la Barbade en faveur d'un reset fondamental inclut les attitudes et les comportements autant que les actions ou les réformes. Les chefs de gouvernement s'accordent sur la nécessité de déclencher des agendas nationaux de transformation avec à la fois rapidité et ampleur. Nous avons un rendez-vous avec le destin pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Nous savons que c'est ce qu'il faut pour survivre, et les implications pour les populations, même à l'heure où nous parlons, sont claires. Mais si nous échouons à agir avec clarté d'objectif, et si la volonté politique freine les progrès en matière des réformes nécessaires au sein des institutions financières internationales, simplement parce que les chefs de gouvernement ne dialoguent pas avec les ministres des Finances ou les directeurs de leur conseil d'administration lorsqu'ils se rendent à Washington, alors, mes amis, il faut remédier à cela. Il doit y avoir un engagement à être à la hauteur des défis actuels auxquels les États membres sont confrontés, sous peine de perpétuer des pratiques discriminatoires qui compromettent les opportunités de transformation dont nous avons besoin. Priver les pays vulnérables de la possibilité d'accéder à des financements concessionnels sur des périodes suffisamment longues pour construire la résilience, sauver des vies et protéger les moyens de subsistance est injuste. C'est pourquoi nous devons rester concentrés. C'est pourquoi, mes amis, nous avons lancé hier la 3e itération de l'initiative de Bridgetown, qui repose sur 3 principes clés, très simplement. 1. Nous devons changer les règles du système financier international et réformer sa gouvernance ainsi que ses instruments. 2. Nous devons protéger les économies vulnérables des chocs en traitant la dette et la liquidité de manière globale et centrée sur le développement. Si nous devons donner au pays une injection de liquidité, tout comme on injecte de l'adrénaline pour éviter qu'il ne tombe dans le gouffre de la dette, alors nous devons le faire. 3. Nous devons augmenter le financement en renforçant la capacité des pays à investir dans la résilience par plusieurs moyens, y compris ce qui a déjà été annoncé, le réacheminement des droits de tirage spéciaux, DTS, vers des partenaires de développement multilatéraux. Mais cela ne sera véritablement efficace que s'il y a une nouvelle émission de DTS dans un avenir proche. En effet, nous devons également relever le défi, que je considère comme la mission fondamentale de notre génération, de la manière dont nous allons sécuriser les biens publics mondiaux pour maintenir la sécurité et la stabilité de notre communauté mondiale. Nous devons discuter de la façon dont nous pouvons les protéger et bien sûr, comment nous devons les financer. Cela ne concerne pas seulement la crise climatique ou la perte de biodiversité, mais aussi les nombreux autres défis mondiaux qui peuvent véritablement déstabiliser des pays et des régions. Monsieur le Président, ces considérations sont d'une importance fondamentale pour l'existence durable de nos générations et des générations futures. L'agenda des petits États insulaires en développement, PAID, est une autre histoire de promesses faites mais non tenues. Il y a 30 ans, la communauté internationale s'est réunie dans mon pays pour agir pour la première fois sur les défis uniques auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement. C'est dans mon pays que nous avons donné naissance au premier programme mondial pour les PAID, connu sous le nom de Programme d'action de la Barbade. Je remercie Maurice pour sa stratégie de mise en œuvre et les Samoa pour leur feuille de route. Ils ont porté le flambeau d'un agenda de développement pour les PAID au fil des années, malgré de multiples crises mondiales, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou financières.
Oui, les vulnérabilités de nos pays en tant que petits États sont devenues plus prononcées. En mai de cette année, nous nous sommes réunis à Antigua et Barbuda pour la 4e conférence internationale sur les PAID. Je demande à la communauté internationale et au système multilatéral de travailler ensemble pour garantir que la promesse créée à Bridgetown en 1994 soit tenue et réalisée grâce à l'agenda Antigua et Barbuda pour les PAID 2024, également connu sous le nom d'ABA. Permettez-moi également de profiter de cette occasion pour vous informer que, il y a 2 jours, nous avons pris la présidence du Forum sur la vulnérabilité climatique, CVF, les 20 pays les plus vulnérables au climat en succédant au Ghana, dont je remercie le président pour l'excellente gestion de ce groupe au cours des 2 dernières années, ainsi que pour le renforcement de sa capacité institutionnelle. Les priorités de notre mandat en tant que président du CVF incluront les multiples dimensions de la crise climatique, l'impact de cette crise sur la santé humaine, et bien sûr, la question de la dette et du climat. Car si nous ne résolvons pas ce problème, nous ne pourrons pas prendre les mesures appropriées pour faire face au climat. J'invite tous les membres des Nations Unies qui ne sont pas encore membres du CVF, mais qui sont vulnérables au climat, à rejoindre ce groupe. Car ce n'est que par l'amplification de nos voix et la constance de notre message de solidarité que nous continuerons à voir le rythme et l'ampleur des réformes nécessaires pour sauver les vies de nos populations. Je vous recommande la déclaration des dirigeants du Forum sur la vulnérabilité climatique adoptée cette semaine, mercredi. Monsieur le Président, avant tout, nous avons besoin d'un réajustement mondial sur la paix. Il doit y avoir une paix mondiale. Ceux d'entre nous qui ont vécu suffisamment longtemps savent qu'il y a des hauts et des bas en matière de conflit. Il existe peu de domaines où le monde a plus besoin que les Nations Unies agissent comme des Nations Unies pour atteindre les objectifs de la Charte, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité. Le silence qui entoure le Soudan est inacceptable. Peut-être est-il enraciné dans le racisme que le monde continue de porter comme un signe d'honneur issu des victoires de la dernière Grande Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Les actions au Myanmar ne peuvent pas se poursuivre. L'Ukraine a absorbé plus d'attention et de ressources financières mondiales que ce que nous pouvons accepter, alors même que le monde devrait appliquer ses ressources et ses efforts pour lutter contre les plus grandes crises connues de l'humanité. Et la propagation de la guerre, de Gaza aux conséquences en Cisjordanie, jusqu'à ce qui se passe maintenant clairement au Liban avec Israël, tout cela n'est que la partie émergée d'un iceberg de mort, de violence et d'instabilité, qui prive la communauté mondiale d'oxygène et de ressources au moment où nous en avons le plus besoin stratégiquement. Nous savons tous, en tant qu'étudiants de l'histoire, que même la guerre la plus longue de l'histoire a pris fin. Ces guerres prendront aussi fin un jour. Mais la question est, quand? À quel coût et après combien de pertes humaines? Combien d'enfants seront privés de leur chance de vivre ou vivront avec des souvenirs de guerre qui affecteront chacune de leurs actions pendant les 60, 70 ou 80 années à venir? Des personnes innocentes paient le prix avec la seule chose qu'elles possèdent, leur vie, et elles ne la donnent pas de leur plein gré. À moins que nous ne nous attaquions aux causes profondes de ces guerres, une par une, et aux façons dont elles sont maintenues et financées, nous ne connaîtrons jamais autre chose que la guerre et les rumeurs de guerre dans ces théâtres. La diffusion en temps réel de ces scènes d'horreur dans les chambres et les salons des gens déclenchera 2 réactions extrêmes, aucune desquelles n'est acceptable au XXIe siècle. Soit nous aurons une désensibilisation des personnes ordinaires à la perte de vies humaines, en particulier celle d'enfants innocents et de femmes, soit nous verrons la colère et l'envie de vengeance que cela suscite nécessairement. Nous avons besoin de paix, et il ne devrait pas être trop difficile pour nous de travailler pour la paix. La même Bible qui nous guide dans tant d'histoires de l'Ancien Testament nous dit dans le Nouveau Testament, dans Romains, « À moi la vengeance, dit le Seigneur, pas un pays, ni un être humain. » Nous ne pouvons pas utiliser la Bible comme un outil pratique lorsque cela nous arrange, pour ensuite l'ignorer. En plein cœur de ce maelstrom, mon pays a pris cette année la décision de reconnaître et d'établir des relations diplomatiques avec l'État de Palestine, bien que nous soutenions une solution à 2 États depuis 1969. Nous l'avons fait parce qu'il est évident pour nous que l'État et le peuple de Palestine, en tant qu'être humain, ont droit à une reconnaissance complète et à une intégration et un soutien de la part de la communauté internationale. La Charte des Nations Unies ne commence pas par « nous, les peuples », sauf un groupe ou une région du monde. Nous rejoignons donc d'autres pays pour féliciter l'État de Palestine d'avoir pris son siège parmi les États membres des Nations Unies, ce qu'il a fait le 10 septembre de cette année. Et soyons clairs, nous condamnons les actions du Hamas le 7 octobre, mais nous déplorons tout aussi fermement la catastrophe humanitaire à Gaza, résultat de l'usage disproportionné de la force par Israël. Cela ne peut être justifié. Et c'est pourquoi des traités existent pour encadrer les règles de conduite en temps de guerre. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, avons appris, savons mieux et nous sommes engagés à faire mieux. Une solution à 2 États, même si elle semble aujourd'hui insaisissable, reste la seule réponse. J'ai déjà dit cette semaine que l'humanité a connu des batailles difficiles dans son histoire. Pendant ces batailles, nous pensions qu'elles étaient impossibles à gagner, et pourtant nous y sommes parvenus. Nous avons aboli l'esclavage, nous avons mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Ces luttes ne sont pas au-delà de notre créativité, de notre capacité et de notre résilience à les résoudre.
De la même manière, nous insistons sur le fait que les tueries en Ukraine doivent cesser. Le peuple ukrainien doit pouvoir vivre en paix et en sécurité au sein des frontières internationalement reconnues de son État, libre de toute menace d'utilisation de la force. Et comme je l'ai dit, ce conflit accapare trop de ressources financières mondiales, au point que des pays qui devraient bénéficier d'une aide sont contraints d'attendre au nom de la défense d'autres en temps de guerre. Je dis donc qu'il doit y avoir un engagement clair et sincère à bâtir une paix durable. Monsieur le Président, ma propre région n'a pas échappé au fléau de l'instabilité et de la violence. Les Amériques ne constituent pas aujourd'hui un théâtre de guerre, mais nous assistons depuis plusieurs années à une escalade sans précédent du nombre et de la puissance des armes d'assaut, qui se retrouvent entre les mains de criminels semant le chaos dans nos systèmes juridiques et nos sociétés, en particulier dans les petits États insulaires en développement des Caraïbes et dans les États plus larges d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Ce fléau, causé principalement par des armes fabriquées aux États-Unis, nécessite également une réinitialisation fondamentale. Le droit de porter des armes dans des pays non engagés dans des conflits militaires ne devrait pas justifier la présence légitime d'armes d'assaut dans ces pays. Ce n'est tout simplement pas juste. Il n'y a aucune place pour les armes d'assaut dans nos sociétés. Je me tourne maintenant vers le sort du peuple haïtien, qui continue de préoccuper grandement les populations de la région des Caraïbes. La communauté internationale a aujourd'hui une opportunité essentielle de réinitialiser sa relation avec Haïti, une relation qui a été marquée depuis des décennies par des préoccupations partielles et incomplètes. Nous continuons de voir ce problème réapparaître de manière récurrente, parce que nous avons échoué à résoudre les problèmes et à mettre le pays sur une voie durable de développement pour son peuple. Ce dont Haïti a besoin, c'est d'une transformation profonde de la nation sœur. Oui, nous devons d'abord et avant tout fournir la sécurité, mais cette transformation doit aller de pair avec cet effort. Le gouvernement et le peuple haïtien ont besoin du soutien total de la communauté internationale, non seulement à court terme, mais aussi sur le long terme. Cela commence par l'extension du mandat de la force multinationale de soutien à la sécurité, l'intensification des travaux des Nations Unies et le déploiement de tous les outils de coopération bilatérale, régionale et mondiale. Nous ne devons pas exclure des pays qui souhaitent participer sous des prétextes fallacieux, et nous devons nous assurer que ceux d'entre nous qui peuvent agir augmentent de manière significative les fonds promis. Nous savons qu'il faut des ressources financières pour déployer les forces et la police nécessaires à la restauration de la sécurité, afin qu'une mère haïtienne ou un enfant haïtien puisse vivre leur quotidien sans craindre d'être agressé ou tué, ou privés du droit de travailler simplement par peur de marcher dans les rues. La communauté des Caraïbes, CARICOM, a travaillé dur cette année pour soutenir notre plus grand État membre. Au cours des premiers mois de l'année, nous nous sommes réunis presque 3 à 4 fois par semaine pour discuter d'Haïti et garantir la stabilité que nous vous demandons maintenant de nous aider à assurer. Nous remercions les efforts du groupe d'éminentes personnalités, composé d'anciens premiers ministres de la CARICOM, qui ont été en première ligne pour aider à résoudre ce problème complexe, jour après jour, afin que nous puissions trouver un consensus politique pour Haïti. Le fait qu'Haïti ait été représenté à cette Assemblée générale par le président intérimaire du Conseil de transition, ainsi que par le Premier ministre Konéal est une réalisation remarquable, compte tenu de la situation en février de cette année. Laissez-les continuer sur la voie de l'assurance de leur avenir. Je vous en prie. Nous ne pouvons parler d'Haïti sans remercier le Kenya et le président Ruto pour leur remarquable leadership après de nombreux retards. Ils ont établi un précédent historique en prenant l'initiative, en tant que pays africains, de s'attaquer aux défis de la paix et de la sécurité au-delà de leur propre continent. C'est ce genre de réinitialisation dont nous avons besoin dans la communauté internationale. Madame la Présidente, il est regrettable que nous ne puissions pas monter à cette tribune sans, encore une fois, demander un soulagement pour le peuple cubain. Cela est inacceptable. Cela est inconcevable, et le fait que cela perdure est une tâche sur notre conscience internationale. Le peuple cubain continue de faire face aux circonstances économiques les plus graves, directement liées à leur exclusion et à leur désignation comme État sponsor du terrorisme. Pourtant, notre seule connaissance du terrorisme lié à Cuba remonte à l'attentat contre l'avion de la Cubana dans les eaux de la Barbade, où des Cubains, des Guyaniens et des Coréens ont été tués. Mes amis, Cuba a été un partenaire précieux, répondant présent lorsque cela comptait le plus, en fournissant des médecins et des infirmiers pendant les pandémies, ainsi que d'autres travailleurs essentiels lorsque la communauté internationale en avait besoin, ou en soutenant la libération de l'Afrique australe. Nous devons continuer à appeler fermement à la levée de l'embargo, et nous le condamnerons année après année, car c'est tout simplement une injustice. En disant cela, nous prions pour le peuple cubain, notamment dans l'évaluation des dégâts causés par l'ouragan Hélène. Nous prions également pour le peuple de Floride, qui passera les prochains jours à évaluer les dégâts causés par un ouragan de catégorie 4 lorsqu'il a frappé cet État.
Voilà ce que signifie la crise climatique dont nous parlons. Le peuple du Nigeria compte encore les morts à la suite des inondations survenues là-bas. Nous avons aussi beaucoup de travail à faire dans notre propre région des Caraïbes. L'ouragan Beryl a littéralement décimé les îles de Carriacou et Union Island et a également touché plus largement la Grenade et Saint-Vincent. La Jamaïque et les infrastructures côtières de mon propre pays ont été gravement touchées, avec 90% de notre industrie de la pêche décimée. Cette saison marquée par des événements extrêmes, inondations et sécheresses, ouragans et incendies, coûtera la vie et les moyens de subsistance de trop nombreuses personnes. La crise climatique nous frappe presque chaque semaine à travers le globe. Les négateurs de cette crise climatique ont eux aussi besoin d'une réinitialisation. Une réinitialisation qui admette l'absolue nécessité d'une action collective de la communauté mondiale pour sauver notre mode de vie et notre planète. Monsieur le Président, au début de cette semaine, le ciel semblait bien plus sombre. Mais je crois sincèrement que nous commençons à apercevoir quelques lueurs d'espoir. Nous quittons New York cette semaine en notant que les nuages se dissipent, conscients que le soleil commence à percer dans certains domaines, pas tous, mais dans des domaines critiques, nous donnant un sentiment d'espoir renouvelé que cette réinitialisation est non seulement possible, mais nécessaire dans des secteurs clés. La réforme institutionnelle, la réforme de notre architecture financière, la réforme de notre conception du développement, mais surtout la réforme de notre façon de nous voir et de nous valoriser les uns les autres. Cet espoir découle du pacte pour l'avenir et des nombreuses déclarations que nous avons faites ici. Les termes dans lesquels mes collègues dirigeants se sont exprimés depuis cette tribune, pour la plupart, reflètent l'urgence de reconnaître ce besoin de réinitialisation, même s'ils ne l'ont pas appelé ainsi. C'est comme si nous comprenions et acceptions tous véritablement le défi de relever les grandes difficultés auxquelles sont confrontées les populations du monde. Reconnaître que le leadership stratégique moral mondial exige de nous l'engagement de redresser les torts et de prendre soin des gens et de la planète. Mais si cette reconnaissance du besoin de réinitialisation est la première étape de toute problématique, ce dont nous avons également besoin maintenant, c'est d'une vigilance constante comme compagne. Ainsi, en prenant des mesures pour transformer les attitudes, les institutions et les règles, nous ne réussirons pas du jour au lendemain. Nous ne réussirons pas même dans la prochaine décennie. Mais si nous ne procédons pas à cette réinitialisation pour changer l'héritage de siècles d'exploitation et de domination, nous ne serons pas à la hauteur des besoins de notre peuple dans la troisième décennie du XXIe siècle. Je ne peux donc penser à une meilleure conclusion que de citer une chanson que j'avais déjà utilisée il y a près de 30 ans dans mon propre pays. Une chanson d'Edwin Yearwood, que j'ai citée pour la première fois à cette tribune en 1995, lorsque je m'y suis tenu en tant que jeune ministre de la Jeunesse. Et je cite, « Une voix dans ma tête continue de me parler. Elle me dit que la route est longue. Elle me dit que nous devons être forts. Avancer avec la douleur et avancer avec les conflits. Car aujourd'hui est le début du reste de ta vie. Monsieur le Président, puisse le nouvel espoir nourri ici cette semaine marquer le début d'un nouvel accord pour les peuples qui, jusqu'à présent, n'étaient pas reconnus. Même avec l'existence de cette institution, leur voix et leur présence n'étaient pas ressenties. Ces personnes ont été trop souvent réduites à des statistiques, tout comme leur pays, sans la dignité humaine qui leur revient de droit à la naissance ou celle que leur confèrent ces Nations Unies. Monsieur le Président, je vous remercie. Le discours de la première ministre de la Barbade à la tribune de la 79e Assemblée générale de l'ONU en septembre 2024 aborde avec profondeur et lucidité les enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux auxquels le monde est confronté, tout en soulignant l'importance de la solidarité internationale et de la réinitialisation des institutions mondiales. À travers une analyse des crises actuelles, elle souligne la nécessité de repenser le système international, de lutter contre les inégalités mondiales et de garantir la paix pour l'avenir des générations à venir. Un aspect clé du discours est l'appel à une réinitialisation des relations internationales. Ce terme revêt une signification forte dans le contexte actuel de mondialisation chaotique où les crises économiques, politiques et climatiques se superposent et s'amplifient mutuellement. La Première ministre propose une reconfiguration des priorités mondiales qui mettrait en avant la solidarité, l'équité et la durabilité, tout en remettant en question les structures de pouvoir héritées du passé. Cette réinitialisation des priorités mondiales est présentée comme un impératif moral et stratégique, plus qu'une simple opportunité. L'un des points les plus frappants est son analyse des conflits internationaux, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine. Elle souligne les conséquences humanitaires dévastatrices de ces guerres, tout en appelant à un engagement plus prononcé de la communauté internationale pour résoudre ces crises. La dénonciation de l'usage disproportionné de la force par Israël contre Gaza et la critique des conditions économiques extrêmes imposées à Cuba sont des exemples de son engagement en faveur de la justice sociale et de la paix mondiale. Ce courage moral de parler de sujets controversés montre l'importance d'une diplomatie fondée sur des principes de droits humains et de solidarité.
L'accent mis sur le changement climatique et la nécessité d'une action urgente contre cette crise est également central dans son discours. Elle reconnaît que la crise climatique frappe les populations les plus vulnérables, en particulier dans les petites îles et dans des pays comme son propre pays, la Barbade. Le rappel des destructions causées par des ouragans et des inondations dans la région des Caraïbes, mais aussi les dégâts économiques engendrés, met en lumière la fragilité de certaines nations face aux aléas climatiques. La Première ministre appelle non seulement à une révision des pratiques globales, mais aussi à une redistribution des ressources pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique. Cet aspect souligne l'urgence d'un système financier international plus équitable, où la justice climatique serait au cœur des préoccupations mondiales. Voici quelques leçons d'excellence pour la vie personnelle et professionnelle que l'on peut tirer de ce discours. 1. Responsabilité collective. La Première ministre met l'accent sur l'importance de la responsabilité partagée dans la résolution des crises mondiales. Cette approche peut être transposée dans la vie personnelle et professionnelle. Il est essentiel de comprendre que l'excellence n'est pas seulement individuelle, mais qu'elle se construit dans un cadre collectif. Que ce soit dans un environnement de travail ou dans une communauté, les actions de chacun influencent le bien-être et les résultats du groupe. 2. Leadership éclairé et éthique. En dénonçant l'injustice et l'inefficacité des systèmes actuels, la Première ministre montre que l'excellence ne réside pas seulement dans la réussite personnelle, mais aussi dans la capacité à défendre ce qui est juste. Dans la vie professionnelle, ce leadership éthique est essentiel pour inspirer et motiver les autres, mais aussi pour prendre des décisions qui tiennent compte du bien-être collectif. Agir avec intégrité et responsabilité est une manière d'atteindre l'excellence durable. 3. Vision à long terme et résilience. Le discours met en lumière la nécessité de regarder au-delà des crises immédiates pour bâtir un avenir durable. La réinitialisation du système financier mondial, le soutien aux petites îles, l'action contre le changement climatique ne se résume pas à des solutions rapides, mais à une vision de long terme. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est crucial de cultiver cette capacité à résister aux difficultés et à garder une vision claire de ses objectifs à long terme. Les échecs temporaires ou les obstacles ne doivent pas détourner de la voie vers l'excellence, mais doivent être perçus comme des occasions d'apprendre et de se renforcer. 4. Solidarité et coopération. L'idée de solidarité mondiale, qui traverse tout le discours de la Première ministre, est un pilier essentiel de l'excellence. Elle nous rappelle que pour aller de l'avant, il faut savoir s'entraider et travailler ensemble. Dans un contexte professionnel, cela se traduit par l'importance de la coopération entre collègues, le partage des ressources et des connaissances. Dans la vie personnelle, cela implique de contribuer à la réussite collective en soutenant les autres dans leurs projets et ambitions. 5. Agir avec urgence face aux crises. Face aux crises économiques, politiques et environnementales, la Première ministre appelle à une action immédiate. Cela montre que l'excellence implique aussi de savoir répondre rapidement et efficacement lorsque des opportunités ou des crises se présentent. Savoir agir dans l'urgence tout en restant calme et organisé est une compétence précieuse, tant dans la gestion de projets que dans les défis de la vie quotidienne. 6. Réflexion critique et remise en question des normes établies. Enfin, son appel à remettre en question les normes héritées et à chercher de nouvelles solutions pour les défis mondiaux est une invitation à adopter une pensée critique. Dans la recherche de l'excellence, il est important de ne pas accepter aveuglément les conventions ou les pratiques existantes, mais de toujours se poser la question de leur pertinence et de leur efficacité. Cette remise en question est essentielle pour innover, s'améliorer et repousser les limites du possible. En somme, ce discours de la Première ministre de la Barbade nous invite à une prise de conscience collective sur les défis mondiaux et l'urgence d'agir pour un avenir plus juste, plus équitable et plus durable. En appelant à une réinitialisation des priorités mondiales, elle nous rappelle que l'excellence ne se limite pas à la réussite individuelle, mais repose sur la solidarité, la coopération et une vision commune du bien-être global. Alors, face aux crises que nous traversons, comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, contribuer à ce changement nécessaire ? Quelles actions concrètes pouvez-vous mettre en place pour faire avancer cette réinitialisation dans vos vies personnelles et professionnelles ? N'hésitez pas à partager vos réflexions et avis en commentaire de cette vidéo. Nous serions ravis de connaître votre point de vue sur les actions à entreprendre pour un monde plus juste et durable. Merci et à très bientôt. who have died from infection.